Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen. Retrouvez tous les lundis sur la page YouTube d'Eurosport et sur eurosport.fr. Je suis Cyril Morin, ravi de vous retrouver pour un menu gargantuesque en ce lundi matin. On débriefera d'abord la 12e journée de Ligue 1 avec notamment ces soucis d'arbitrage vus lors de la victoire parisienne à Lyon. Elton Mokolo nous expliquera pourquoi le football français est dans cette situation. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour débriefer Manchester City-Liverpool et surtout parler de Erling Haaland sur un rythme absolument démentiel, un joueur dont on parle finalement assez peu. On ira ensuite en Espagne retrouver Ana Caro pour nous parler du Real Madrid de Xabi Alonso qui fait du surplace et l'impression que la greffe n'a toujours pas pris. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre donc ce Tour d'Europe avec la Ligue 1, Elton Mokolo qui a regardé toute la 12e journée en détail. Ça a été animé, ça s'est conclu par une victoire dans le temps additionnel du Paris Saint-Germain. Et on arrive à cette trêve de novembre avec un classement quand même inattendu. Autant parce que le Paris Saint-Germain n'a qu'une courte avance finalement sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, mais aussi parce qu'on a des équipes comme Lens et Strasbourg qui sont un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait penser. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de ces 12 premières journées ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors effectivement, on a eu 12 journées, il va en rester 4 jusqu'à la trêve, enfin la fameuse trêve, et il y aura la 17e journée courant janvier 2006. Ce que je retiens, c'est que voilà, le PSG, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, notamment sur le fait qu'il était prenable, c'était un PSG qui, de manière circonstancielle, a des blessures, et ben c'est un PSG qui est capable d'être challengé match après match. On voit que les 2 dernières victoires, c'est 2 victoires au buzzer, que ce soit face à Nice et donc dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un PSG qui est dans une logique de survie, dans une idée que les choses vont s'améliorer avec le temps, avec le retour des blessés, avec une meilleure dynamique collective pour pouvoir monter en puissance. À côté de ça, on a le RC Lens, un back tout 2023, un RC Lens qui est de nouveau sur le podium, un RC Lens qui a gagné brillamment du côté de l'AS Monaco. C'est dans la continuité de ce qu'on avait dit plus tôt à l'occasion du derby nordiste, un recrutement qui a été payant, un recrutement qui a été réussi et un club qui travaille bien, qui est sur le bon chemin. Strasbourg qui est à la relance, après notamment 2 défaites face à l'Olympique Lyonnais et plus récemment face au Stade Rennais. Un match qui était très important pour avoir une meilleure vision, pour avoir un meilleur classement face à Lille aussi qui recherche un meilleur classement. Lille qui était 4e et également, cette fois-ci, c'est Strasbourg qui est 4e. Mais la balance du championnat, c'est un championnat où on l'avait expliqué, notamment avec Arthur. On a un championnat qui est globalement homogène, où c'est très difficile d'établir des séries. Je vais d'ailleurs te donner un chiffre. La seule équipe qui a 3 victoires consécutives, et ben vous n'allez pas le croire, c'est Metz. Donc c'est premier à la Ligue 2 et qui se retrouve 14e au sortir de la 12e journée. C'est bien simple. Metz, il y a une dizaine de jours et il y a 2 journées, Metz était... Non, il y a 3 journées, pardon. Metz était à 2 points. Ouais. Et aujourd'hui, Metz est 14e avec 11 points. Donc c'est un championnat où, à la faveur notamment d'une série positive ou d'une série négative, les classements peuvent être rapidement redistribués. Y a une équipe, voilà, tu l'as dit, il y a des locomotives, il y a quand même un haut du classement qui avance, même si c'est très homogène. Il y a une équipe, on a l'impression qu'elle est condamnée au ventre mou. C'est l'OGC Nice, qui est dans un espèce de projet flou, avec sans doute un des meilleurs entraîneurs français actuellement, Francaise. Mais alors là, on a vu cette semaine un Francaise pas comme on a l'habitude de le connaître, plutôt très offensif envers ses joueurs, notamment après la nouvelle défaite en Ligue Europa, et un petit peu au bout, tout simplement. Ça va où ce projet niçois ? Quel enseignement tu tires de tout ce qu'on voit depuis quelques mois ? Écoute Cyril, c'est quand même paradoxal. On vient d'évoquer Metz qui, mercredi, enfin il y a une dizaine de jours, était une équipe qui était à 2 points et qui a réussi à se relancer avec 3 victoires consécutives. Faut pas oublier qu'il y a une dizaine de jours, Nice avait battu Lille sur le score de 2-0. Nice avait battu l'Olympique Lyonnais. Nice s'était plutôt bien comporté du côté du Parc des Princes où il perd qu'à la dernière minute. Et là, on a le sentiment que sur les 3 derniers matchs,
et ben tout a été, justement enlevé du côté de l'OGC Nice, à savoir que au-delà de la défaite, pardon, c'est l'apathie qui règne avec en point d'orgue le discours résolument offensif de Francaise. On voit un coach qui est démuni. Ça a commencé jeudi après l'Europa League, après une énième défaite à la maison contre Fribourg. Fribourg qui est décidément un adversaire qui ne réussit pas à Francaise entre le RC Lens et donc l'OGC Nice. Et ça s'est prolongé dimanche où encore une fois, l'OGC Nice, comme je dis, mène 1-0. L'OGC Nice, comme au Parc des Princes, craque dans les dernières minutes. Et l'OGC Nice, maintenant, on est sur une équipe qui est en crise d'identité, qui est en crise de confiance, avec notamment un entraîneur qui ne donne pas des signes positifs, un entraîneur qui semble être à court notamment de motivation dans son discours, et des joueurs qui doivent être responsabilisés. Il y a quand même l'imbroglio Klaus, à un moment donné, va jouer, ne va pas jouer. On l'a vu cette semaine, et on l'a vu notamment du côté de Saint-Symphorien. On voit une direction qui ne prend pas position publiquement. Donc le projet niçois, c'est un projet qui est à l'arrêt aujourd'hui. Ça peut se relancer à la faveur de victoires, mais Cyril, on ne va pas se leurrer. Tout ça est très très fragile et on voit un OGC Nice qui n'avance pas. Est-ce que Francaise a fait le bon choix? Est-ce qu'il n'est pas en train de gâcher des années où voilà, il était quand même très bankable à un moment à la sortie de Lens? Est-ce que c'était le bon club d'aller à Nice? C'était le bon challenge ou pas? On a l'impression que dans la saison niçoise, Cyril, il y a plusieurs saisons en une. Il ne faut pas oublier que Nice a attaqué la saison en jouant la Ligue des Champions. En jouant la Ligue des Champions face au Benfica, après avoir terminé 4e, ce qui validait quelque part le bon choix de Francaise. Mais depuis, tu as été éliminé par Benfica, tu es revenu dans ta compétition fétiche, l'Europa League, où tu enchaînes les défaites. Donc on a un sentiment qu'il y a plusieurs saisons dans la saison niçoise, et que là, actuellement, Nice est dans un tunnel, et que Francaise, je te dirais pas qu'il regrette son choix, parce qu'il faut aussi préciser que dans les plusieurs saisons niçoises en une, Francaise a prolongé. Oui. Francaise a prolongé, donc manière de dire que c'était l'homme fort du projet niçois. Il y avait une forme de continuité. Mais là, on a le sentiment, très sincèrement, est-ce qu'il va finir la saison? À quel point le football peut aller très très vite. Le football va vite, on en a parlé, Elton, mais il y a quand même quelque chose qui revient journée après journée, c'est le niveau de l'arbitrage français. Tu me vois venir avec mes gros sabots, Elton, puisqu'on va débriefer aussi cette victoire parisienne sous le prisme de l'arbitrage face à l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais ont été très offensif face au micro, en expliquant que c'était pas normal d'être arbitré dans ces conditions-là, a fortiori quand on est le Paris Saint-Germain. Je sais pas si le a fortiori est très juste, mais c'est vrai que Lyon, cette saison, peut s'estimer floué peut-être à 3 reprises. Il y a le match face à Rennes, il y a le match face au Paris FC, et puis là, ce match face au Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on prenne qu'on fasse une analyse globale, parce que ce qu'a dit Tolisso dimanche soir, à savoir qu'on n'est pas les seuls à le payer cher, c'est la même chose chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. C'est une vérité. On avait entendu Olivier Létang, il y a quelques semaines, s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'à tes yeux, il y a un problème d'arbitrage en Ligue 1? Oui, il y a un problème global, parce que sincèrement, avec toutes les polémiques qu'on a depuis le début de saison, avec toutes les déclarations, c'est simple, Cyril, on pourrait faire un livre, et sûrement qu'on pourrait être éligible au prix Goncourt. Parce que là, ça n'en finit pas. Et au-delà du problème d'arbitrage, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds entre les arbitres, le corps arbitral, et les acteurs, j'englobe entre les joueurs, les dirigeants, où on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, et donc forcément sur les polémiques arbitrales, sur les expulsions qui sont précoces, qui peuvent impacter les matchs, sur des expulsions qui peuvent ne pas être comprises, parce que tu as parlé d'Olivier Létang, on pourrait parler de Liam Rossignol, après ce qui s'est passé contre l'Olympique Lyonnais, après ce qui s'est passé hier lors du match contre Lille. Il y a un problème au niveau de l'arbitrage, à savoir que entre ce qu'ils font et comment ça peut être reçu, il y a une mésentente, et forcément ça impacte les rencontres, et donc il y a beaucoup plus de polémiques. Et là, j'ai le sentiment que Cyril, tout à l'heure je parlais de tunnel pour l'OGC Nice, pour le football français, on en est là, à savoir qu'aujourd'hui on ne s'entend pas, et à un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. À partir du moment où on admet qu'il y a un problème sur l'arbitrage, j'ai écouté Georges Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, Mathieu Louis-Jean, qui a dit qu'il fallait se mettre autour d'une table. À un moment donné, il va falloir le faire. Parce que c'est pas tout de le dire, il faut le faire, à savoir où va la Ligue 1, notamment par rapport à son rapport à l'arbitrage. Parce que j'ai l'impression que, pardonnez-moi l'expression, on pisse dans un violon, à savoir qu'on dénonce notamment chaque week-end des polémiques arbitrales, mais pour autant, personne ne veut se réunir autour d'une table, personne ne va avoir une feuille de route
notamment pour le championnat de France, et sur comment l'arbitrage doit être pensé. Et donc, forcément, on a des acteurs qui ne se parlent pas et des acteurs qui, à chaque fois, se renvoient la faute chaque week-end, chaque match. Et j'ai le sentiment qu'après un trêve international, ça va reprendre. Pas plus tard, enfin, à commencer par un OGC Nice, Olympique de Marseille. On peut revenir et te dire, il va y avoir une nouvelle polémique. Alors, on avait beaucoup parlé la saison passée, notamment Longoria et sa sortie corruption, de la place peut-être trop importante des dirigeants. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines règles qui ont été réexpliquées, qui sont un peu plus adaptées. Si on reprend l'exemple du cas de dimanche, on a vu que les capitaines quasiment venir s'exprimer avec les arbitres, et notamment Monsieur Bastien. Malgré ça, on a Corentin Tolisso, qui n'avait pas le brassard, mais qui est quand même un joueur qui est capitaine habituellement, Un leader vocal. qui prend un carton jaune pour être allé demander des explications. Et on lit sur les lèvres de Tolisso qui dit « Mais pourquoi vous me mettez jaune ?» On a l'impression que ce que reprochent le plus les joueurs et le corps, et les dirigeants en Ligue 1, c'est l'attitude un peu cow-boy des arbitres. Et d'un autre côté, on a un arbitrage qui nous dit qu'ils veulent communiquer. Ils communiquent le lundi soir dans l'anonymat le plus total sur le site de la FFF, mais c'est suivi de pas grand-chose d'autre, quoi, finalement. Donc, est-ce que vraiment les arbitres français ont envie d'ouvrir le dialogue ? Ça, je ne suis pas persuadé. Après, ils te diront qu'au final, ils héritent de situations qui sont globalement tendues, avec des situations à chaud à gérer. Donc, ce n'est pas forcément la chose facile. Mais toujours est-il que ce manque de dialogue est relayé et relevé par plusieurs acteurs. Et à partir du moment où c'est relayé et relevé par plusieurs acteurs qui sont sur le terrain et sur le bord terrain, forcément, on est obligé de le constater que là-dessus, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de progression qui est manifeste, même si il peut y avoir une certaine minorité qui pourra avancer qu'il y a une forme de dialogue. Dans sa majorité, dans sa globalité, il y a un constat d'échec. Maintenant, pour revenir sur l'arbitrage, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'il y a aussi cette volonté de vouloir faire en sorte que le jeu soit beaucoup plus vivant, auquel cas les contacts, notamment, on essaye de limiter les fautes. Et c'est comme ça qu'arrive notamment ce but de Kvaratskhelia, où justement, Taner Tessman, visiblement, il y aurait une faute, mais on encourage notamment ce jeu qui doit aller de l'avant, ce jeu qui doit être vivant. Donc là-dessus, c'est de la pédagogie. Le problème aussi, c'est que c'est pas, tout n'est pas uniformisé. C'est-à-dire que cette faute-là, elle est sans doute sifflée sur Metz-Nice. J'en sais rien. C'est un exemple, mais cette faute-là, on a l'habitude de l'avoir sifflée en Ligue 1. Donc quand elle n'est pas sifflée, on se dit mais là il y a faute. Donc en fait, il n'y a rien de cohérent entre les arbitres et entre les matchs, mais même sur la même journée et même le même dimanche, quoi. Et c'est ce fameux gros problème, parce que tu as jeté le mot, cette fameuse uniformisation. Ouais. Et ça, c'est un défi qui est très compliqué, parce qu'à la base, on parle d'arbitre. On parle surtout d'êtres humains qui sont animés par différentes sensibilités, quand bien même ils ont une feuille de route qui est à peu près commune. On parle de matchs et qui ont des différentes réalités. Donc, en fonction de ça, les arbitres peuvent interpréter et interagir différemment. Et voilà, si Michael Landreau nous écoute, puisque c'est lui qui est censé incarner la parole arbitrale désormais en Ligue 1, on espère que tout ce beau monde réussira à se mettre autour d'une table et au moins à avancer, parce que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour la promotion de la Ligue 1. Sur l'arbitrage, on a l'impression, année après année, de se répéter un petit peu. Exactement. Merci beaucoup, Elton. Trêve internationale. A priori, il n'y a pas d'annonce à attendre dans les clubs. Peut-être Pélissier à la JOCR dans une situation délicate. Qu'est-ce que tu attends? Juste un petit mot sur les Bleus et sur la trêve à venir. La qualification. Et cette fois-ci, la musique de Joe Dassin, on la mettra à la fin du match de l'équipe de France. On l'espère le 13 novembre. Mais globalement, une meilleure qualité de jeu, parce que c'est vrai que par rapport à la liste du mois d'octobre qui avait été amputée de beaucoup de joueurs très importants, notamment sur le domaine offensif, au point que, notamment face à l'Islande, il y avait une équipe qui était largement remaniée et ça avait eu un impact avec le match nul. Là, on devrait quand même retrouver du beau monde. Donc, on espère une équipe de France compétitive qui valide son billet pour la Coupe du Monde et qui, globalement, nous régale un peu. Voilà, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Elton. Tu parlais de régal. On a eu un sacré festin dimanche soir à l'Etihad Stadium. On va quitter la Ligue 1 pour parler Première Ligue. Et allez, on file en Angleterre où le week-end a encore été chargé, mon cher Philippe Auclair. Comment vas-tu ? Pas trop mal, je te remercie. En effet, un week-end chargé, quelques matchs très intéressants et on va dire le suspense qui revient peut-être en Première Ligue.
Oui, parce que fait incroyable, Arsenal a encaissé un but, mais même deux, face à Sunderland. Et donc ce match nul des Gunners qui a profité aux Citizens. Et on va d'abord débriefer, si tu le veux bien, le gros choc de ce week-end qui était Manchester City face à Liverpool dimanche à l'Etihad Stadium. Cette victoire 3-0, sans débat, pour les hommes de Pep Guardiola qui fêtait son 1000e match en carrière. Voilà, d'une vue un peu générale, on a vu le gouffre qui sépare une équipe qui est en train de se reconstruire et qui commence à retrouver des réflexes guardioliens versus une équipe en plein doute où tout s'accumule, on a l'impression. Alors écoute, il y a quand même une partie de... Il y a une chose qui est un petit peu en trompe-l'œil, c'est le score. Je regardais il y a quelques minutes les notes données par le Guardian aux joueurs des deux équipes. Et j'ai vu que le correspondant du Guardian à Manchester pour ce match donnait des notes entre 4 et 5 à tous les joueurs de Liverpool, y compris Mamardashvili, il faut quand même le faire, alors qu'il arrête un penalty et pas n'importe comment, et qui donnait des notes de 7 à 9 pour tous les joueurs de Manchester City, y compris Ryan Cherky, dont on avait beaucoup parlé ensemble, mais qui nous a un petit peu déçus, il faut être tout à fait franc dans cette rencontre. Et que je pense que ça, c'est très exagéré. Les faits de jeu sont allés contre Liverpool. Heureusement, le penalty, bon, pour moi, c'est un 50-50, c'est jamais un penalty, mais Haaland le tire et Mamardashvili l'arrête. Mais le but refusé, de l'égalisation refusée à Virgil van Dijk pour un hors-jeu franchement inexistant, je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a eu des faits de jeu qui ont quand même conspiré contre Liverpool. Cela dit, c'était juste ça pour tempérer un petit peu mon propos. Il y a en effet, dans la façon dont les deux équipes peuvent enchaîner les mouvements, un gouffre. Et je pense que la meilleure illustration est le premier but de Manchester City, qui est un chef-d'œuvre absolu. Même si à la conclusion, tu vas dire, OK, Konaté dévie le ballon un petit peu de la tête sur Erling Haaland. Mais Haaland était là pour se projeter. Il avait l'intention de faire la tête dans cette lucarne. Mais quand tu vois un petit peu, c'est une parfaite illustration de ce qui se passe à Manchester City. Parce qu'au départ, tu as une prise de risque assez hallucinante de Phil Foden et de Jeremy Doku, alors qu'ils sont près de leur poteau de corner. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, pas beaucoup d'équipes qui auraient pris le risque d'essayer de construire à partir de cette position. Ce que fait Foden, c'est assez incroyable. Tu as vu comment il se déhanche pour passer le ballon de l'extérieur du pied gauche. Tu vois les deux dribbles de Doku. Tu vois ensuite comment le ballon circule. Tous les joueurs de champ de Manchester City ont touché le ballon dans cette action de jeu. Tous, sans exception. Alors donc, au départ, tu as une prise de risque que tu ne voyais pas nécessairement auparavant. Ensuite, tu as la partie contrôle. Et ensuite, tu as la partie incisive. Et ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas encore parfait parce que Liverpool, mine de rien, a eu ses moments. Hein. Il y a eu des occasions pour Wirtz, Szoboszlai, Mo Salah, qui n'était pas dans un très très bon jour. Mais on voit ce vers quoi tend cette équipe de Manchester City. Par contre, en ce qui concerne Liverpool, on est toujours cette transition qui n'en finit pas de transitionner. Et c'est vrai que le contraste est frappant. Et d'ailleurs, Arne Slot, qui est quelqu'un de très honnête au passage dans la façon dont il parle des matchs de son équipe, a dit oui, on aurait dû avoir ce but, on aurait pu revenir à 1-1, mais la façon dont Manchester City a joué ce match faisait qu'on n'était pas tout simplement à leur hauteur. Et c'est un fait. Avec, il faut quand même le signaler, Jérémy Doku, un joueur qui fait un match pareil, c'est l'une des plus belles prestations individuelles que j'ai vues cette saison en Angleterre, si ce n'est la plus belle. Ouais, on en a parlé sur Eurosport.fr dimanche soir. En termes de stats, on n'avait pas vu ça depuis un match d'Eden Hazard en 2019 en Première Ligue, en termes de dribble réussi et d'impact statistique sur un match. Donc effectivement, ça situe la performance. Il y a eu un énorme Doku. J'aimerais bien qu'on parle juste un petit mot d'un Français qui est un petit peu un fil rouge cette saison parce que son contrat arrive à terme en fin de saison prochaine. C'est Ibrahima Konaté. Encore un match très, 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 très compliqué. Il est coupable sur le penalty obtenu par Doku. Il est coupable sur le but d'Erling Haaland et il dégage finalement aucune sécurité. Tu nous confirmes que c'était déjà les plans des Reds l'été dernier. Au mercato d'hiver, ils vont chercher à recruter. Et a fortiori, on n'est vraiment pas sûr que l'avenir de Konaté s'écrive du côté de Liverpool. Non, parce qu'en fait, je pense que les qualités intrinsèques du joueur, elles sont toujours là. Il a 26 ans, il n'y a pas de problème. On connaît ses qualités. C'est quelqu'un qui est d'abord des qualités, je dirais, mentales et psychologiques. Dans le match, c'est un battant. On appelle ça des guerriers, c'en est un.
Physiquement, il est très impressionnant, son jeu de tête est remarquable, etc. On connaît toutes ses qualités. Mais malheureusement, je crois que c'est dans sa tête que les choses ne vont pas en ce moment. Et tu vois un Ibrahima Konaté qui est l'ombre de lui-même, parce qu'il sait très bien, et il sait très bien que si Liverpool avait pu acquérir Marc Guéhi le dernier jour du mercato estival, eh bien Ibrahima Konaté serait sur le banc de touche quasiment à tous les matchs. Et le problème, c'est que Marc Guéhi, lui aussi, arrive en fin de contrat en juin 2026 et que Crystal Palace sait qu'ils vont devoir lui dire adieu et qu'il y aura une grosse tentation de, non pas se débarrasser, mais de le vendre au mois de janvier, d'au moins retirer un bénéfice de sa vente à Liverpool. Et donc, tu peux voir que quand même, l'horizon semble très, très bouché pour Ibrahima Konaté. Et dans les circonstances actuelles, on voit difficilement comment le club lui proposerait d'ailleurs une prolongation de contrat ou un autre contrat. Parce que très franchement, il est l'ombre de lui-même. Et c'est quelqu'un que je pense que tout le monde a beaucoup d'affection pour Ibrahima Konaté parce que c'est un joueur qui est d'une honnêteté absolue. Mais là, il a un gros problème et c'est pas sur un match, c'est pas sur deux matchs, c'est depuis le début de la saison. On a parlé d'Ibrahima Konaté. Il y a un homme qui était derrière pour surgir et marquer encore, c'est Erling Haaland. Et je voulais qu'on s'arrête ce lundi matin sur lui, Philippe, parce que ça va paraître ahurissant de dire ça, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on oublie de parler d'Erling Haaland. Est-ce qu'il est sous-coté? Je vais te poser la question, mais on est sur un rythme qui est absolument ahurissant en Première Ligue, et toute compétition confondue, mais en Première Ligue d'autant plus. On est à 108 matchs pour le Norvégien, 99 buts. Donc le ratio, je fais même pas les calculs, mais on est quasiment à un but par match. On a l'impression que le record de Shearer va péter dans des proportions inimaginables si d'aventure Haaland restait à City en bonne santé. Donc je te pose la question, est-ce qu'on a parfois la tendance à mal considérer les performances d'Erling Haaland semaine après semaine? Oui, et la raison en est que tu te souviens de sa première saison en Angleterre, où on ne parlait que de Erling Haaland, où il était d'ailleurs arrivé, si je ne m'abuse, deuxième du Ballon d'Or derrière Messi, devant Kylian Mbappé, après la Coupe du Monde de 2022, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'était Ballon d'Or 2023, mais qui prenait en compte la Coupe du Monde, voilà. Et il nous a tellement tapé dans l'œil, il nous a tellement épaté cette première saison. On parlait de Haaland dépendance pour le Manchester City de Guardiola. Et après, il a marqué le pas à la Haaland, c'est-à-dire qu'au lieu de marquer un but par match, il en a marqué 0,8. Bon, et en fait, je crois qu'il nous a habitués à l'extraordinaire. Il nous a habitués au fait que match après match, eh bien, il est là. C'est un joueur qui a comment dire, un taux de réussite face au but qui est tout simplement exceptionnel. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a également la façon dont il est sur le terrain, à savoir sa présence physique. On a tendance à ne voir en lui que cette espèce de cheval fou qui avance, qui est absolument inarrêtable. Cette masse physique qu'il a, cette façon de courir tellement bizarre avec ses immenses enjambées. Et, et du coup, on le sous-valorise par rapport à ce qu'il apporte au jeu et par rapport à ce qu'il réalise. En plus de ça, c'est pas quelqu'un qui est, je veux dire, c'est pas du tout le genre de figure que les romantiques du football, pour lesquels les romantiques du football auraient un attachement particulier. C'est pas quelqu'un qui dégage un énorme charisme. Il dégage de la puissance, hein, bien évidemment, mais il dégage pas le charisme que d'autres joueurs. Eh ben, je ne sais pas, justement, pensons à des avant-centres du passé. Je pense Marco van Basten. Je prends un exemple assez lointain, mais bon, Van Basten, il y avait quelque chose d'extraordinaire autour de cet homme. Là, il n'y a pas. Et il nous impressionne. Il fait même plus que nous impressionner. Mais il n'y a pas ce lien, je pense, de l'imagination avec ce qu'il réalise. Et en même temps, ce qu'il réalise est tellement extraordinaire que ça en devient ordinaire parce que c'est la routine. C'est comme si jamais on donnait, j'allais citer du Wenger là, si on donnait du caviar tous les jours, hein, au bout d'un moment, tu voudrais manger de la saucisse. Et, et en l'occurrence, Haaland, il sert du caviar quasiment tout le temps. Et il a eu en plus de ça une saison un petit peu plus difficile l'an passé. Donc on s'est dit, ouais, peut-être qu'on en avait fait trop sur lui, etc. Non, on n'en a pas fait trop sur lui. Il restait malgré tout dans une équipe qui n'avait remporté aucun titre, un joueur sur lequel tu pouvais compter à 100%. Et donc, en effet, oui, aujourd'hui, tu vois difficilement qui est devant lui dans la hiérarchie des avant-centres. Les chiffres sont absolument phénoménaux. C'est des chiffres à la Gerd Müller.
Ça n'a presque pas de sens dans un championnat comme le championnat d'Angleterre aussi relevé et dans une équipe quand même qui joue un football qui n'est pas, au principe, centré sur un point focal censé concrétiser 50% des occasions que se crée l'équipe. Ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, maintenant, ils participent au jeu beaucoup plus qu'ils le faisaient. Et en plus de ça, tu auras peut-être vu que sur les phases défensives, sur les corners et les coups francs dont que Manchester City doit affronter, qui est là pour dégager le ballon la plupart du temps? C'est Erling Haaland. Donc c'est un joueur complet en plus. Mais je pense qu'il y a en effet un petit manque de romantisme, un petit manque de charisme et une certaine. On s'habitue à l'exceptionnel. Et du coup, C'est on se rend plus compte que l'exceptionnel l'est. c'est exactement ce que disait aussi Pep Guardiola il y a une semaine, je crois, qu'il comparait à Messi et Ronaldo en disant que dans les chiffres, en fait, on est sur les mêmes ratios, on est sur les mêmes rythmes complètement démentiels, mais parce que Messi et Ronaldo, il y avait ce duel à distance, parce que c'était le Real et le Barça, voilà, il y avait quelque chose de, oui, du romantisme et de la rivalité que peut-être n'a pas Erling Haaland. Où bon bah finalement il marche sur tout le monde, sauf sur William Saliba qui est un des rares à savoir lui tenir tête, et que finalement il lui manque peut-être un petit peu il manque quelque chose au personnage Haaland plus qu'au joueur Haaland. Oui, et pourtant c'est un personnage intéressant et assez attachant. Il ne faut pas s'imaginer, par exemple, que c'était un enfant prodige qui marchait sur tout le monde quand il était en Norvège, quand il était un gamin. Je connais très bien son biographe, Lars Sivertsen, qui m'a raconté justement l'histoire de Haaland pendant son enfance. Il a dû cravacher, il a dû se bagarrer. C'est pas quelqu'un qui est arrivé. C'était pas quelqu'un, par exemple, comme un Kylian Mbappé, dont à 8 ans, tout le monde savait que ce gamin irait à Clairefontaine, ce gamin irait dans un grand club, ce gamin irait en équipe de France. Et il n'était pas du tout dans cette perspective-là. D'abord, il venait d'une famille de sportifs, son père était footballeur, mais présentait peut-être un exemple qui était un peu trop haut pour lui. Et franchement, au début de sa carrière, Erling Haaland, c'est pas du tout le monstre qu'on a découvert à Dortmund. Et c'est ensuite, bon, à force de travail, qu'il est devenu Erling Haaland. Et alors, comme tous les joueurs de Manchester City, bien évidemment, il est très protégé par le club. Mais un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est les goûts musicaux d'Erling Haaland. Si jamais je te demandais de deviner ce dont il s'agit, je ne sais pas ce que tu me dirais, mais ce que je vais te dire, c'est que Erling Haaland, c'est d'abord la musique classique. Et non seulement la musique classique, mais c'est pas n'importe quel type de musique classique. C'est pas les grands classiques que tout le monde connaît j'allais dire, au supermarché ou dans les cages d'ascenseur ou les halls d'aéroport. C'est des choses parfois assez, on va dire, complexes, des interprètes choisis avec beaucoup de soin. Et si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur le site d'un certain un site de streaming bien connu dont je ne donnerai pas le nom. Il a fait sa propre playlist et elle est plus que surprenante. Donc, ça vous permettra peut-être de découvrir un autre Erling Haaland qui est certainement pas celui que vous imaginez. Nickel, bah merci beaucoup Philippe. Semaine internationale, retour de Jude Bellingham avec Thomas Tuchel. Voilà, les nuages sont partis au-dessus des Three Lions cette semaine, ça va être tranquille a priori. A priori, on va voir ce que va faire Tuchel avec Bellingham. C'est pas encore le fait qu'il ait été convoqué ne signifie pas qu'il sera nécessairement aligné. Cela dit, bon, pour Bellingham, il arrive au bon moment. L'équipe d'Angleterre est qualifiée pour le mondial. Maintenant, on déroule, on essaye de protéger un petit peu certains joueurs clés, etc., etc. Donc, je pense qu'on le verra sous le maillot des Three Lions. De là à dire qu'il va redevenir titulaire dans l'équipe de Tuchel immédiatement, ça, je ne te le garantis pas. On va faire le trajet inverse désormais de Jude Bellingham qui quitte l'Espagne pour aller en Angleterre. Nous, on quitte l'Angleterre pour aller en Espagne. Salut Philippe. Nous voici donc sous le soleil espagnol avec Ana Caro. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Et toi, ça va? Alors, week-end très chargé en Espagne, avec notamment un dimanche où le Real et le Barça jouaient. Le Real a commencé et a été tenu en échec sur un score de 0-0 peu flatteur face au Rayo Vallecano. Et en soirée, le FC Barcelone s'est imposé grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski face au Celta Vigo, 4-2, ce qui fait que le Barça, qu'on pensait, alors il ne faut jamais tirer de trait définitif en novembre, mais qu'on pensait un peu loin pour la course au titre, revient à 3 points du Real Madrid. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un week-end de bascule en Liga ce week-end?
Alors c'est pas vraiment un week-end de bascule parce que, bah, comme tu le disais, il est trop tôt dans la saison déjà pour, dire qui sera le vainqueur de la Liga parce que, quand même beaucoup de personnes ont tiré les leçons de la saison passée où on pensait que le Real allait, largement remporter le championnat espagnol. Au final, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, non, pas vraiment, mais, c'est quand même un week-end qui relance la Liga et c'est vrai que c'est quand même assez sympa parce que si on regardait le classement avant ce match, du Barça contre le Celta, donc après ce match nul, du Real, bah, on avait Villarreal qui était deuxième, donc c'est quand même aussi une belle surprise, d'un point de vue classement et enfin surprise, on s'entend, hein, évidemment Villarreal est une grosse équipe, mais le Barça est repassé devant et on a à nouveau cette course un peu entre les 2. C'est intéressant. Ce serait sans doute mieux si les 2 géants en tête du classement, pratiquaient un football, flamboyant, voilà, qui rapportait, beaucoup de points, beaucoup de buts. C'est pas vraiment le cas, donc pour l'instant, c'est un peu une liga, indécise et qui laisse effectivement la place même à des équipes comme Villarreal, pourquoi pas rêver d'être sur le podium, voire plus parce que, voilà, même si, la liga est relancée, on n'est pas sur un week-end où, le Real et le Barça ont impressionné outre mesure. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le Real Madrid, si tu le veux bien, Anna, parce que bon, l'FC Barcelone a gagné, Lewandowski a mis un triplé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. En revanche, pour le Real Madrid, finalement, on sort d'une semaine très compliquée. Tu nous en parlais il n'y a pas plus tard que 2 semaines. La victoire lors du Classico allait donner beaucoup d'air à Xabi Alonso et au projet madrilène. En une semaine, on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. Il y a eu cette défaite en Ligue des Champions face à Liverpool et ce match nul face au Rayo Vallecano. Plus que le match nul, c'est le contenu qui a été ultra décevant dimanche. Ouais, la semaine passée, on hésitait à parler du Real et on se disait: «Bon, bah, une victoire 4-0 contre Valencia, finalement, malheureusement, ça vaut pas grand-chose vu l'état de Valencia aujourd'hui». Mais on se disait que cette semaine allait être un peu test, surtout le match, contre Liverpool et c'était un peu, ouais, de savoir si, ce Real-là était vraiment lancé après sa victoire contre le Classico ou pas. Réponse non, évidemment. Mais en fait, finalement, autant le résultat, Liverpool est pas si inquiétant que ça parce que ça reste quand même un très gros d'Europe et que, bon, même s'ils sont pas très en forme en championnat, ça reste une grosse équipe, et en plus, c'était là-bas, à Anfield, donc enfin, voilà, il y a des circonstances atténuantes. Autant là, le match, du week-end contre le Rayo Vallecano est très inquiétant parce qu'en fait, le Real Madrid n'a pas posé grand-chose sur cette rencontre et n'a pas, en plus, su trouver les clés pour faire basculer la rencontre à sa faveur au fil du match. On est sur un Mbappé, qui était, presque fantomatique sur ce match-là, alors que c'était souvent lui le sauveur. Alors ça pointe aussi les maux du Real depuis ce début de saison, parce qu'on disait beaucoup que Mbappé, faisait quasiment tout dans cette équipe et que, bah, en fait, c'était le Real de Mbappé. Mais sauf que Mbappé, quand il est pas dans un grand jour ou qu'il est extrêmement bien tenu, comme c'était le cas, sur la pelouse du Rayo Vallecano, bah, il a eu plus de mal et toute l'équipe a eu plus de mal. Il y a des changements tactiques aussi qui ont été faits, qui sont pas forcément compréhensibles de la part de Xabi Alonso et c'est vrai que, finalement ce Real-là a pas beaucoup évolué, d'un point de vue mentalité. Déjà, sur le terrain depuis l'arrivée de Xabi Alonso. On n'est pas dans une équipe, à l'image de ce que pouvait être son Bayer Leverkusen, très conquérante, très physique, très intense parce que les matchs du Real Madrid ces dernières semaines ne sont très peu intenses. Si jamais vous basculez d'un match à l'autre et vous tombez sur celui du Real Madrid, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flagrant ces dernières semaines où, bah, ça manque d'intensité, ça manque de course et c'est parce que, bah, en fait, ceux qui sont devant ne font toujours que très peu d'efforts défensifs. Ça a été souligné là, particulièrement parce qu'il y a ce match nul, au Rayo Vallecano, mais du coup, ça manque de oui, ça manque de pas mal de choses finalement et on sent pas la patte de Xabi Alonso et ce match nul, c'est un bon avertissement pour la suite. La question, c'est est-ce que Xabi Alonso va réussir à trouver des solutions? Parce que là, déjà son 11 de départ, il y a certains changements sans doute à faire parce que Brahim Diaz a été transparent, sur, l'entièreté de la rencontre. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'il peut apporter lui, depuis son banc et si on regarde par exemple l'entrée de Rodrigo à la place de Brahim Diaz, bah, ça n'a pas changé les choses. Donc c'est beaucoup de questions et beaucoup de choses. Pour l'instant, on voit plus une somme d'individualités côté Real que réellement une équipe et on sait très bien que c'est pas du tout ce que veut faire Xabi Alonso. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression de retrouver parfois le Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec des éclairs, des offensifs, mais
pas de cohérence tactique globale de cette équipe, ce qui nous fait dire que la greffe a du mal à prendre. On a aussi lu ces dernières semaines certains médias bien informés, notamment The Athletic, qui ont un correspondant sur le Real Madrid, Mario Cortegagna, qui a plutôt des infos, qui disait que voilà, Xabi Alonso avait mis en place des nouvelles règles et que ces règles dans le vestiaire, elles étaient un peu considérées comme trop dures, notamment sur les entourages qui n'ont plus le droit d'accès à l'entraînement, etc. Tu nous confirmes que c'est un sujet en Espagne sur la méthode Xabi Alonso à l'épreuve des stars madrilènes. Oui, c'est un sujet et c'est d'autant plus un sujet que, il y a la phrase de Gareth Bale qui ressort souvent, à savoir de dire que, à Madrid, c'est pas de la tactique, c'est de la gestion d'ego et là, c'est vrai que, ça se voit plus que jamais parce que, on pensait avoir retrouvé un bon Vinicius, par exemple, mais sauf que, le match contre le Rayo ce week-end montre que, en fait, il a plus non plus envie de se saigner pour l'équipe et de faire les replis défensifs comme il a pu le faire à l'époque, à une certaine époque où il devait encore prouver. Et il y a pas mal de cas comme ça où ce sont des joueurs qui veulent pas forcément se remettre en question. Il y a quelques tensions aussi dans le vestiaire. Il y a eu un épisode avec Fede Valverde, qui est quand même le capitaine actuellement, vu que Dani Carvajal est blessé. Donc il y a quand même pas mal de fritures, on va dire, sur la ligne. Et c'est surtout qu'on sent que Xabi Alonso n'est pas forcément sur la même lignée que ses joueurs. Et c'est vrai que il y a aussi un changement qui est hyper brusque parce que, comment Carlo Ancelotti avait tendance à répéter que lui, il s'en fichait un peu de ce que faisaient ses joueurs en dehors du football, en dehors du terrain, de l'entraînement, parce que ça ne le regardait pas et que tant qu'eux étaient fit, tant qu'ils étaient bons sur le terrain, c'était pas son problème. C'est vrai que c'est pas vraiment ce que veut mettre Xabi Alonso parce que voilà, on est en 2025, il y a énormément de choses qui rentrent en compte au moment d'être performant sur un terrain et pas seulement dans les entraînements et dans les matchs. Et c'est quelque chose que veut mettre en place Xabi Alonso, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en place historiquement au sein du Real Madrid, et c'est pas forcément dans la culture du club d'avoir vraiment cette rigueur hyper intense et qui va même au-delà du coup de l'aspect footballistique. Et c'est difficile à encaisser pour certains joueurs, pour certains cadres du vestiaire. Et il manque aussi dans ce cas-là, Xabi Alonso, de soutien au sein du club, de soutien hiérarchique qui pourrait un peu appuyer lui ses demandes auprès des joueurs. Donc ça renforce un peu cette notion de Xabi Alonso un peu seul avec ce groupe. Euh, je dis pas qu'il a pas d'idées, parce qu'il a certainement plein d'idées, il a plein de bons joueurs à disposition. Simplement, pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que ça prend pas vraiment et que la victoire contre le Barça au Classico, finalement, reste un peu un one-shot où il avait misé tout sur renforcer son milieu de terrain pour bloquer celui du Barça, renforcer sa ligne arrière, pour mieux contenir. Et en fait, c'est une tactique qui à long terme ne fonctionne pas parce que déjà on produit pas énormément de jeux en jouant de cette façon-là et face à des adversaires coriaces comme est le Rayo, parce que quand même le Rayo, il faut rappeler que le Real n'a pas à gagner depuis la saison 21-22 là-bas, c'est une équipe qui est très dure à battre chez elle. Le Barça a fait nul aussi en début de saison sur la pelouse du Rayo Vallecano. Voilà, c'est le genre d'adversaires qui sont intenses là pour le coup, et c'est vrai que c'est des adversaires que n'arrive pas à battre le Real Madrid pour l'instant. Parce que le Barça, par exemple, qu'ils avaient battu au Classico, était tout sauf intense pour le coup. On arrive donc sur une séquence de trêve internationale. On sait qu'au Real Madrid, tous les joueurs partent un peu à gauche et à droite, donc pas sûr que Xabi Alonso puisse continuer de mettre en place sa greffe, ou en tout cas de continuer sa greffe. Voilà, trêve internationale plutôt calme attendue du côté de l'Espagne, Anna. Oui, traverse international plutôt calme. Bon, évidemment, on a eu, si on parle du Real Madrid, là pour l'instant, on a deux joueurs qui pourraient ne pas aller en sélection parce que Fede Valverde et Courtois, parce qu'ils ont ressenti des gênes à la fin du match ce week-end. Donc peut-être que ça va être une trêve plus calme que prévu côté Real Madrid. Et côté Roja, on a évidemment une petite polémique parce que Lamine Yamal a été appelé alors que Hansi Flick faisait que dire qu'il avait des douleurs au pubis. Bon, Lamine Yamal enchaîne aussi côté Barcelone, donc c'est difficile de ne pas le prendre dans ces circonstances-là. Évidemment, s'il y a des blessés avec la Roja, ça fera débat ensuite, comme d'habitude. J'ai l'impression que voilà. le sélectionneur espagnol va pouvoir appeler Didier Deschamps pour qu'il lui explique la jurisprudence Ousmane Dembélé et les communiqués assassins du Paris Saint-Germain. Exactement, ça risque de passer comme ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anna. On va quitter le soleil d'Espagne pour trouver celui d'Italie. On reste au sud, évidemment.
On s'envole donc retrouver Guillaume Pacini. Et allez, on termine cette émission avec notre soleil italien, Guillaume Pacini. On voit la lumière derrière lui. C'est que le soleil est au rendez-vous. Ciao! Come stai? Guigui. Le soleil est au rendez-vous, mais il commence à faire froid, Cyril. Hein, voilà, Italie ou pas, la fraîcheur arrive partout. Mais sinon, ça va. Merci bien. Est-ce que j'ai un petit mot italien pour commencer aujourd'hui? Cambiato de liberato, quelque chose comme ça? Écoute, aujourd'hui, on va faire simple. Vu que c'est une semaine avec un jour férié, je sais que tu es un peu fatigué. On va faire simple, on va faire le stade. Est-ce que tu sais comment on dit le stade, Cyril? Stadio. Eh ben voilà, le stadio. Voilà, on a fait le terrain, le campo, on fait le stade, le stadio, on a fait le penalty, le calcio di rigore. On avance petit à petit. J'ai l'impression que c'est vraiment Duolingo, mais niveau 0, quoi. En gros, il faut mettre io à la fin de chaque mot, et puis bon. Je pars sur un niveau -1 pour toi. Okay, d'accord, ok. Petit à petit, on va arriver au 0, sache-le. Mon cher Guillaume, un week-end très animé en Italie, surtout un dimanche très animé parce qu'il y a eu beaucoup de changements au classement et finalement une nouvelle hiérarchie qui se dessine. L'Inter Milan qui a pris le contrôle dimanche soir, qui trône devant la Roma au classement, l'AC Milan qui est 3e et 4e, le Napoli. Incroyable parce que les Napolitains tenaient le gouvernail assez fermement jusqu'à présent dans cette Serie A. Et puis, à la faveur de plusieurs résultats compliqués, et notamment cette défaite face à Bologne dimanche, on a l'impression que le champion en titre est en train déjà, non pas de rendre sa couronne, mais de montrer des signes d'épuisement. Tu nous confirmes ça? Et je te confirme ça, Cyril. Je vais même te donner une stat quand même qui symbolise le début de saison, on va dire, assez compliqué du Napoli. La saison dernière, ils avaient perdu 5 matchs. Ils avaient perdu 4 matchs, pardon, en tout et pour tout. Et cette année, ils sont déjà à 5. Alors, toutes compétitions confondues, il faut rappeler que la saison dernière, avec que la Serie A jouée pour Naples, c'était un avantage énorme pour l'équipe de Conte. Mais là, cette saison, il y a la Ligue des Champions. On voit bien que la Ligue des Champions, c'est aussi compliqué. Pour l'instant, il y a eu cette défaite 6-2 à Eindhoven, tu t'en souviens, qui avait déjà laissé des grosses tasses. On va en parler justement quand on va aborder le sujet Antonio Conte. Mais c'est vrai que le début de saison du Napoli n'est pas bon. On voit une équipe qui n'y est pas avec le mental, qui n'y est pas sur le terrain. Le jeu n'est pas là. On est vraiment loin de l'esprit collectif, de l'esprit de groupe qui avait fait que Napoli, la saison dernière, était parvenu à remporter le Scudetto sur le fil, dernière journée, face à l'Inter qui, pour tous les observateurs ici, était quand même la favorite au Scudetto. Le Napoli l'avait arraché. Conte avait parlé de quelque chose d'exceptionnel, et c'est vrai, ça l'était. Mais cette saison, avec des semaines à 2 matchs, et un effectif beaucoup plus profond, on va dire, on voit qu'il manque vraiment un état d'esprit où tout le monde rame dans le même sens. Et c'est ce que reproche beaucoup Conte, on va dire, à ses troupes et à son effectif. Ouais, alors effectivement, on est tombé sur la conférence de presse d'après-match dimanche d'Antonio Conte. Je vous lis quand même cette phrase qui est d'une violence quand même assez inouïe. Moi, je n'ai pas envie d'accompagner des morts. Si on a envie de se remettre en marche, alors tant mieux. Sinon, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Bon, ça ressemble à un chantage à la démission quasiment de la part de Conte. On connaît le personnage, mais là, on est presque proche de ce statut-là, Guillaume. Écoute, là, à l'instant T, j'ai envie de te dire que non, parce que c'est encore tôt, on n'est que début novembre. Mais en tout cas, tu le connais, Cyril Antonio Conte, on a souvent parlé d'entre d'Europe ces dernières années, quand il était à l'Inter, par exemple, et on a l'habitude. Hier, vraiment, je peux t'assurer qu'après la défaite face à Bologne, une défaite largement méritée, parce que c'est une belle équipe de Bologne, d'ailleurs, on parlait un jour en Tour d'Europe, mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à une conférence de Conte où il dit les choses, où il y a toujours cette humeur un peu chafouine, et là, il a vraiment explosé. Alors, le départ, non, mais en tout cas, il y a quand même l'idée de remise en question. Il a dit qu'il allait assumer ses responsabilités. On sait, selon les échos, les premiers échos qu'il y a ici en Italie, notamment à Naples, qu'il devait y avoir un rendez-vous avec le président De Laurentiis du Napoli entre demain et mercredi pour mettre les choses à plat, pour savoir ce qui ne va pas. Mais en tout cas, Conte et cette phrase, tu l'as dit, je n'ai pas envie d'accompagner un mort. Alors, c'est une expression ici en Italie, mais c'est une expression qui est évidemment très violente et qui signifie que Conte se défile un peu. Et il a eu aussi cette phrase où il dit en 4 mois, je n'ai pas réussi à entrer dans les têtes, dans les cœurs de mes joueurs. Et il dit aujourd'hui, on va faire de greffe. Donc il y avait vraiment hier une notion quand même assez morbide en conférence de presse
où il a dit, bah, en fait, je n'arrive pas à rentrer dans la tête de mes joueurs, dans leur cœur. Et il dit, si c'est moi le problème, en gros, et bah, moi, je m'en vais. Sauf qu'évidemment, c'est pas aussi simple. Et il a la confiance de ses dirigeants, il a un énorme contrat. On voit mal Conte se faire virer début novembre. Mais en tout cas, voilà, il a mis quand même une grosse responsabilité sur son équipe. Et après Eindhoven, après le 6-2 en Ligue des Champions, il avait eu cette phrase, il avait dit: «Vous savez, l'effectif a été, renforcé cet été, plus de 100 millions d'euros dépensés quand même, hein». Je pense notamment à Lorenzo Luca de plus de 30 millions d'euros, Bekema plus de 20 millions d'euros, Noah Lang. Il y a eu beaucoup d'arrivées à Naples cet été et Kevin De Bruyne évidemment, parce que Conte avait demandé ses recrues pour jouer, les 2 compétitions et notamment Ligue des Champions. On sait que c'est un peu la compétition tabou, d'Antonio Conte et 8 victoires sur les 30 derniers matchs, de Ligue des Champions pour Conte, c'est quand même très peu. Il a eu les renforts qu'il voulait, il a eu les dépenses qu'il voulait. Et après Eindhoven, il dit non, mais neuf nouvelles têtes, 9 arrivées dans cette équipe-là, c'était trop. Et il dit vous vous rendez pas compte ce que c'est de greffer 9 joueurs à un effectif qui, l'année dernière, était en petit comité et était vraiment en mode commando, on va chercher le titre. Cette année, avec 2 compétitions, avec un effectif rallongé, eh ben, Conte, il est en difficulté. Il n'arrive pas pour l'instant, en tout cas, à intégrer les nouveaux venus. On voit bien que les recrues, pour l'instant, elles ne fonctionnent pas. Et ça, c'est vraiment un problème pour Conte. Mais en fait, avec lui, c'est toujours pareil. Si tu recrutes de trop, c'est de trop. Et si tu recrutes pas assez, c'est pas assez. Donc, en fait, on a toujours du mal à équilibrer entre les demandes et les requêtes de Conte. Et on a l'impression vraiment que ça va jamais avec lui. Ouais, il est fantastique parce qu'effectivement, si ça avait mal été, il aurait dit qu'on n'a pas eu assez de recrues. Enfin, s'il n'avait pas eu les recrues qu'il avait demandées, il s'en serait servi comme excuse. On se souvient qu'il y a déjà eu maille à partir avec Kevin De Bruyne. Il y a quand même eu toute une petite série de petites phrases en conf de presse improbables. Ouais, est-ce que, je crois qu'on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que la théorie se répète année après année. Il y a eu un temps, on parlait de cycle Mourinho, c'est-à-dire ça prenait 3 ans. La première année pour prendre en main l'équipe, la deuxième année pour gagner, la troisième année pour la lassitude. On a l'impression que ce tempo-là s'applique un petit peu pour Conte, mais que ça va encore plus vite. Est-ce que Antonio Conte est fait pour avoir des projets durables parce que là, quand il est arrivé à Naples, on se disait, potentiellement, il arrive dans un environnement, certes, passionnel, mais quand même un petit peu moins exposé que d'autres énormes clubs italiens, je pense à la Juve, et que là, il est déjà au beurre du burn-out et son effectif aussi, parce que c'est un entraîneur qui demande trop à ses troupes. Écoute, le seul projet durable dans lequel a été Antonio Conte, c'est à la Juve, où il a passé diverses années. Alors, durable, c'est encore un grand mot, hein, parce qu'il avait fait un peu moins de 3 ans, donc c'est pas énorme non plus. Mais j'ai l'impression que Conte, à un moment, il était parti de la Juve à l'époque, il avait claqué la porte en plein été, je me souviens, alors que le rassemblement de la Juve venait de commencer parce qu'il estimait que le mercato n'était pas à la hauteur. Donc, il avait claqué la porte. Ensuite, il a été à Chelsea, ça n'a pas non plus duré très longtemps. Il a été en sélection, où il a fait quand même du bon boulot. C'était pas très long non plus. À l'Inter, il s'en va quand il sent que le bateau commence un peu à tanguer, parce que Lukaku allait partir, parce que Hakimi allait partir au PSG. Et donc là, il avait quitté le navire après avoir gagné le Scudetto. Et là, à Napoli, on a l'impression qu'il prépare un peu le terrain. Il ne faut pas oublier, Cyril, qu'en fin de saison dernière, il était à 2 doigts de partir déjà. De Laurentiis avait convaincu de rester en lui disant, écoute, on va investir sur le mercato, ce qu'il a fait, en lui promettant voilà, un mercato ambitieux. Et en fait, ça va toujours pas. Donc, en fait, Antonio Conte, il a ce paradoxe où c'est un entraîneur qui est au top niveau, c'est un fait. Il fait quand même du bon boulot généralement, mais à court terme, parce qu'il a gagné avec la Juve. Et la Juve, il l'avait récupéré dans un état quand même assez dramatique à l'époque, hein. C'était la Juve de Del Neri. C'est pas la Juve voilà, c'est lui qui a démarré le cycle des 9 Scudetti de suite pour la Juve. Et l'Inter les a ramenés au Scudetto. Le Napoli, il les a quand même fait gagner après Spalletti. Donc, c'est un entraîneur qui est gagnant. Mais là où tu as raison, c'est quelque chose de court terme et c'est que ça finit jamais bien, en fait. C'est que là, on sent quand même qu'il prépare le terrain pour dire, ouais, moi, en fait, là, j'y arrive pas. Et le problème, c'est qu'il a ce paradoxe vraiment où tout le monde a envie de miser sur lui, mais en fait, il va toujours en confrontation, en duel avec ses dirigeants, avec ses troupes aussi, parce que imagine ces joueurs hier qui faisaient la conférence de presse où il parle quand même de mort. Donc en fait, voilà, les joueurs de la police, ils sont pas non plus des zombies. Donc voilà, on a toujours l'impression qu'il a aussi un peu de mal à assumer ses responsabilités. Même si en conférence de presse hier, il dit non, non, mais je suis le premier responsable. Et si je n'arrive pas
justement à inverser le trend du moment, c'est aussi ma faute. Mais c'est vrai que Antonio Conte, il reste jamais plus de 3 ans dans un club. C'est très rare. Donc, aujourd'hui, si au bout d'un moment, ça se répète en fonction de ses aventures à la Juve, à Chelsea, à Napoli ou à l'Inter juste avant, c'est que vraiment, il y a un effet de court terme avec Conte. Et surtout, Cyril, c'est qu'il laisse souvent des ruines parce que Conte est bâti sur du court terme. Et après, c'est très énergivore. Ses équipes sont assez rincées. Et évidemment, pour l'entraîneur qui récupère ça, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, on va suivre ça évidemment autour d'Europe ces prochaines semaines. Mais on sent vraiment que la situation est très compliquée et que la conférence de presse hier de Conte va sûrement laisser des traces à Naples pour cette prochaine semaine. Parfait, mon cher Guillaume, il fait aussi les annonces. Effectivement, on suivra l'évolution du dossier dans Tour d'Europe dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Guillaume. On touche à la fin de ce Tour d'Europe. Merci pour votre fidélité. C'est Arthur Merle qui sera aux commandes dans les prochaines semaines. Il fera ça très bien également. On vous dit à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.